Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Chantal Ozouf et d'André Malamu consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, Chantal. La ménagerie de verre de Tennessee Williams dans la mise en scène de Philippe Persson au Lucernaire. Le rêve et la plainte de Nicole Génovese, mise en scène de Claude Vanessa, que j'ai vu au théâtre de la Tempête. Et puis Journée de noces chez les Cro-Magnons. Texte et mise en scène de Wajdi Mouawad, c'est son dernier, au théâtre de la Colline. Le Bétain de et mise en scène d'Olivier Luce Mourier au studio Héberto. À mort avec un thé entre crochets de Lou Wenzel que j'ai vu au plateau sauvage. Macbeth d'après Shakespeare dans la mise en scène de Sylvia Costa à la Comédie Française, salle Richelieu. Alors Chantal, la ménagerie de verre. Tu sais que c'est une pièce qui est souvent montée. Hein. Oui. On a vu de belles mises en Je scène me par... souviens, Elisabeth Chaillot a fait une belle. Oui, mais par Jacques Niché, Irina Brook, Ivo Van Hoff. Là, c'est Philippe Persson. Donc cette pièce de Tennessee Williams est en partie autobiographique. Elle est dédiée à Rose, la sœur de Tennessee Williams. C'est de la belle écriture chez Tennessee Williams. C'est une écriture fine, c'est un théâtre d'observation psychologique et sociale. Là, c'est un huis clos. On est en plein contexte de crise économique. Et c'est une mise en situation des dégâts que peut provoquer une mère quand elle ne voit pas la réalité telle qu'elle est et quand elle veut que la réalité soit conforme à ses désirs. Et elle fait des dégâts auprès de qui ? Eh bien auprès de sa fille, Laura, qui a peut-être un petit handicap moral, mental et physique. Donc elle rêve pour elle de galant. C'est Tom, interprété par Blaise Joanneau, qui joue le rôle du narrateur et qui raconte. Lui, c'était très intéressant parce qu'il portait un costume marin qui dit eh bien, son désir de partir et son désir de quitter ce foyer oppressant et étouffant. Philippe Persson propose une mise en scène réaliste, avec une relative sobriété. Bon, il y a toujours un fondamental dans les décors de la ménagerie de verre. Eh bien, il y a la photo du père qui a quitté le foyer et abandonné femme et enfants. Il y a un fond sonore qui nous rappelle qu'on est à New York avec les sirènes, avec l'orage, avec une impression de chaleur. Et puis, il y a naturellement la petite ménagerie de verre qui préoccupe Laura. Bon, c'est sensible, c'est humaniste. C'est doux, c'est douloureux. Moi, je suis bouleversée toujours par la fragilité des personnages et par leurs rêves brisés. C'est joué avec une justesse de cœur. Florence Lecor, qui joue Amanda, la mère, est une mère rêveuse, dévoreuse, dangereuse. Laura Serfati, Alice Serfati, pardon, elle joue Laura. Elle est très émouvante, mais la scène que j'aime le plus dans ce texte-là, c'est la scène de tous les d'espoir, parce qu'il y a l'invité, Jim, qui n'est qu'un copain de Tom, et donc il va venir, mais pour la mère, il est le salut pour sa fille, mais ce Jim va donner un moment d'apaisement à Laura par son regard bienveillant, par son aide morale sur ses complexes d'infériorité. Ça se joue dans la petite salle du paradis et je trouve que ça correspond bien pour décrire l'intimité des personnages et leur psyché. C'est au Lucernaire. Le rêve et la plainte, c'est un joli titre. Texte de Nicole Genovese. Oui, et j'ai vu ça, c'est une reprise. Je crois que tu l'avais peut-être vu plus avant, mais moi j'ai vu à la Tempête. Donc, alors, j'ai vraiment adoré ce spectacle parce qu'il est original, parce qu'il est drôle et parce qu'il est profond sous des apparences comiques. C'est ça que j'aime bien dans la comédie, quelque part. Euh, alors,
bon, quand on arrive et que le rideau s'ouvre, on a un petite, je sais pas comment dire, un petit échafaud établi comme ça, avec des rideaux de théâtre. Donc on a le théâtre dans le théâtre. Et derrière ce rideau de théâtre vont s'abattre une à une des toiles qui feront des décors différents, puisque de toute façon, on est dans la comédie. Et les personnages qui sont aussi dans la comédie. Parce que ce sont nos contemporains, mais qui se prennent pour euh, le roi et la reine. Ils se prennent pour Louis XVI et pour Marie-Antoinette. Donc, ils sont dans les costumes de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et les petites toiles qui sont derrière eux sont comme ça. Ce qui n'empêche pas que des gens vêtus comme vous et moi arrivent quand même parfois pour les voir. Ce sont leurs copains, mais eux ne sont pas le même trip. Et alors, donc, Marie-Antoinette, on ne sait pas qu'elle s'appelle Marie-Antoinette, mais enfin, la reine qui est là, elle rêve de l'aménagement de sa cuisine. Donc, évidemment, c'est assez drôle, ce décalage, cette anachronie, mais c'est une anachronie spirituelle, ironique, entre, évidemment, les personnages qui sont sur scène et puis les décors, les costumes, etc. Donc, en plus, ils sont formidables parce que physiquement, ils arrivent à faire des pas, à faire des salutations, etc. Ils chantent aussi. Il y a un côté comédie musicale. C'est drôle, c'est spirituel, et j'ai pas envie de vous embêter trop longtemps, mais j'ai créé un petit sonnet que je vais vous lire sur ce spectacle. Donc, s'appelle Nicole Génovese, que vous savez, je fais des sonnets acrostiches, ça veut dire que chaque lettre du titre correspond à la première lettre du vers. Donc, Nicole Génovese et le rêve et la plainte, ironique spectacle jouant l'anachronique, comédie en un style où Louis XVI s'explique, où Marie-Antoinette a cuisine repeinte. Là, des affectations, les comédiens font feinte en des conversations super, en italique, gelées de temps en temps, le temps d'une réplique, en de muets tableaux où la satire est peinte. Alors, je vais arrêter de lire mon sonnet parce que j'ai oublié de vous dire, effectivement, que ce qui est d'extraordinaire, c'est que tout d'un coup, ça s'arrête. Ils ne parlent plus, ils se regardent, et là, c'est formidable. Donc, en de muets tableaux où la satire est peinte, Nicole Génovese et Claude Vanessa ont voulu nous donner le théâtre. Et c'est ça. Vous y serez séduits par le jeu des acteurs, et aussi la musique et la scénographie, sans oublier non plus la gaie philosophie. Enfin, tout y est bon, on peut y aller sans peur. Donc, c'est au théâtre de la tempête. Chantal, journée de noces chez les Cro-Magnons. C'est donc au Théâtre de la Colline. Alors, moi, il y a quelque chose d'émouvant dans ce spectacle, c'est que c'est le premier spectacle qu'est créé Wajdi Mouawad. Et c'est ce premier spectacle qu'il choisit comme dernier de spectacle de sa direction du Théâtre de la Colline. Et il est jeune, hein. Il a encore de quoi faire. Je sais pas, moi je le verrais bien comme directeur du Festival d'Avignon, enfin bon, comme ça. Moi, je l'aurais bien vu au Festival d'Avignon cette année, Oui, étant donné que la pièce mais est en arabe libanais. cela dit, oui, ça c'est encore autre chose, mais peut-être qu'il va... Bon, alors, donc, c'est un spectacle étrange. Donc, il y a quelque chose de particulier entre la scénographie qui nous montre une pièce très grande, assez luxueuse, mais malgré tout, il faut se baisser pour en sortir. Tout n'est pas conventionnel. Il y a des choses il y a du bruit dehors, il y a parfois une sorte... Et puis c'est une histoire familiale. Hein. Une histoire familiale, on essaie de projeter les noces de la jeune fille de la maison qui dort. C'est la belle au bois dormant, elle se réveille de temps en temps, pour parler de son frère qui aurait disparu. Enfin, et puis
il faut dire que la pièce est en arabe libanais. Et c'est pas pour rien, parce qu'on est dans un certain Liban, dans un Liban... Chantal. Oui, enfin, c'est une fable, hein. Ce sont des personnages de conte, et c'est une fable noire, mais qui est macabre, qui est déjantée. Tout est exacerbé, mais en fait, on l'accepte parce qu'il y a un fond de réalité très fort. Parce que vous l'avez deviné, il y a la guerre, on entend les bombes, on entend les avions, on entend l'orage, et cette absurdité tragique, eh bien, provoque une sorte de surenchère de vie, une pulsion de vie, avec cette famille complètement déglinguée. Alors, ces personnages qui sont un peu hystériques, qui sont joués par des comédiens libanais, qui sont extraordinaires dans la folie caractérielle, dans la folie psychologique, ça pourrait être insupportable, mais ça l'est pas du tout. Parce qu'il y a des moments où l'on rit. Il parvient, Wajdi Mouawad, avec les scènes les plus poussées, les plus outrées, comme celle où le père va rapporter un agneau qu'il faut tuer, c'est la voisine qui va le tuer à coups de ciseaux, et on ne peut pas le manger parce que de toute façon il n'y a pas d'électricité. Donc il y a de l'humour à la manière de Jarry, et il y a de la bouffe et du sexe. Et on y croit. Et pourtant, Wajdi Mouawad, il introduit un personnage qui casse un peu la pièce. C'est son double jeune, puisqu'on voit une petite fenêtre, et on est de l'autre côté au Canada, on est dans la neige. Oui, c'est Wajdi. Et c'est Wajdi. Et c'est celui qui est en train d'écrire la pièce. Mais c'est pas... Il y a toujours un rythme intéressant, il y a un intérêt parce qu'il y a des bouts de vie humaine et sociale. Et par exemple, quand les femmes sont en train d'éplucher les légumes, ça devient l'expression d'une urgence existentielle. Et tous les échanges verbaux sont métaphysiques, poétiques. C'est troublant, tu l'as dit, parce qu'ils jouent avec le faux. On ne sait plus qui est vivant. Il y a ce frère disparu. Est-ce que le fiancé existe ? Donc, il y a un mélange entre les présents, les absents, la mort et la vie. Et il y a une scénographie superbe avec la scène du mariage qui est un défi à la mort, qui est un défi à la guerre. Puis tu as dit sur la langue. La langue, c'est extrêmement intéressant parce que j'ai lu ce qu'a dit Wajdi Mouawad. On a toujours l'impression avec lui qu'on assiste à quelque chose d'inédit. Et alors, donc sa pièce a été écrite en français, elle est traduite en arabe libanais, mais pour lui, elle est détraduite parce que quand il écrivait en français, il y avait en arrière-plan cette langue maternelle. C'est vraiment un spectacle extrêmement fort et je trouve que c'est un immense cadeau qu'il fait pour son départ de la colline. Alors tu as, j'espère, écrit un petit sonnet. Mais avant mon petit sonnet, je voudrais dire un mot à Gilles Costaz, qui a vu cette pièce à Montréal au début de sa création. Et moi, je demande à Gilles d'aller revoir maintenant cette nouvelle création, parce que lui, il pourra me dire ce qui a changé. Voilà, donc je dis ça comme ça, mais je raconte mon petit sonnet théâtre. Donc j'ai fait, pour avoir 14 débuts de vers, parce que ça accroche 6, journée de noces. Donc ça commence par là. Journée de noces chez les Cro-Magnons. Œuvre majeure à voir à la colline. Une comédie tragique et maligne, remuant la vie jusqu'aux petits oignons. Nul n'est Liban que nous n'imaginions. En guerre et en famille, une gamine endormie attend du prince la mine dans la crise des bombes et des nions. En libanais, cet arabe sonore, naîtra le drame ou la pièce sonore, où Mouawad revient à ses débuts. C'est sa vie, son regard et notre histoire, en partage donné à qui veut croire savoir survivre encore sans Dieu ni but. Voilà, donc à voir vraiment au théâtre de la colline. Chantal, le Bétain. Oui, c'est de Luce Mourier. Donc, c'est... Olivier Luce Mourier. Oui, Olivier, pour dire son prénom. Donc, c'est l'histoire d'un comédien de 33 ans, Axel, qui va se souvenir, lors d'une annonce diffusée à la radio, au sujet de l'éclipse totale du soleil le 11 août 1999,
À cette occasion, il va se rappeler un traumatisme d'enfance. Et la pièce le montre, jeune adulte, dans le cabinet de la psychanalyste. Alors, si on regarde dans les détails scénographiques, il y a de la qualité, il y a du travail. J'ai beaucoup aimé la marionnette qui est réalisée par Christophe Kiss, qui représente symboliquement le petit garçon de l'histoire. Cette marionnette, elle est assise sur une sorte de commode à tiroir. D'ailleurs, la pièce est une pièce à tiroir, ça se construit comme un puzzle. Les comédiens sont très bien. L'interprète principal est à la fois un danseur et un acteur, donc il a une belle présence. Thomas Prigoglio. Gatignolles joue, lui, eh bien, le beau-père qu'on ne peut pas nommer, Bérengère Dautun, et la psy, elle est belle, élégante, etc. Hein, il y a la femme aussi, Maureen Dubu, qui joue bien la mère. J'ai apprécié Marion Potier, qui apporte une certaine légèreté, un certain décalage dans cet univers de sentiments lourds. Mais pour moi, eh bien, il y a eu un problème dans ce spectacle-là. Je suis très gênée pour dire que, eh bien, j'ai eu vraiment de grosses difficultés. Il me semble trop près de la réalité. Le comédien, donc, est bien dirigé, mais je pense que l'auteur, pour parler de la maltraitance de l'enfance, voire plus, eh bien, ce théâtre d'alerte et de prévention me paraît relever quand même des bons sentiments. Et les idées sont généreuses, mais c'est appuyé trop de textes qu'on entend avec une voix off, trop de choses à dire pour l'auteur, qui tenait une idée dramaturgique, mais qui casse l'émotion de son propre discours en ne trouvant pas un rythme à la confession. Donc on ne regarde pas une pièce avec ses vertus pédagogiques et morales. C'est au studio Héberto. Amor, avec un T, de Lou Wenzel, c'est sa mise en scène et sa chorégraphie, et c'est au Plateau Sauvage. Oui, et j'ai été... alors, je serais pas surpris parce que ce serait pas gentil, ni pour Lou Wenzel, ni pour les Plateaux Sauvages, mais je m'attendais pas du tout à un spectacle comme ça. Quand on est un petit peu dans les spectacles depuis un certain temps, on apprécie énormément la nouveauté. Quelque chose qu'on n'a jamais vu, sous une forme qu'on n'a jamais vue, et qui est beau et qui se tient. Alors, parce que ici, il y a deux choses qui vont complètement ensemble, et c'est rare, le théâtre et la danse. Alors, j'explique un petit peu les choses. Au départ, on a un personnage qui est devant sa glace et qui se fait belle en attendant le rendez-vous qui doit arriver, qu'elle a vu une fois, avec qui elle veut conclure, etc. Et on va venir dans sa tête. Et dans sa tête, il y a déjà des souvenirs qu'elle a de ses premières relations avec des hommes. Et donc, on va avoir comme ça un couple de danseurs qui va la représenter, elle et un homme. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on est dans sa tête, on n'est pas toujours d'accord avec soi. Et on va avoir un deuxième couple de danseurs dont les deux hommes et les deux femmes sont exactement habillés pareil. Et on va avoir toutes ces danses d'amour, de déchirement qui va jouer comme ça sur ce qui se passe dans sa tête, et ça marche forcément terriblement bien. C'est génial parce que effectivement, le monologue est mis en image, en fait. oui, les pensées. C'est psychologique. Et la danse représente ce qu'on a dans la tête. Et c'est formidable, parce que la danse, c'est vraiment ça, quelque part. Et c'est une danse contemporaine, c'est des danseurs formidables. Donc, j'ai trouvé ça génial et formidable. Et donc, voilà. Bon,
le concept est très très fort, mais en plus, la réalisation, hein, les qualités de danse, hein, qui sont justement qui sont de la danse contemporaine. Donc on n'est pas dans les images, comment dire, hein, dans les images de la danse avec stéréotypées. Non, on est dans la création, dans le geste, dans des choses qui sont vraiment dans l'esprit du contemporain. Parce qu'il y a une concordance entre le corps et puis la pensée. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment, enfin, j'espère que ça va vraiment se répandre, ça aura beaucoup de succès parce que c'est un spectacle vraiment très, très intéressant que j'ai vu au Plateau Sauvage. Chantal, nous terminons presque avec Macbeth, un certain Macbeth, un certain Shakespeare. C'est d'après Shakespeare. Ah, d'après. Oui, donc Sylvia Costa fait une adaptation, une mise en scène et une scénographie et propose sa vision. Elle a concentré Macbeth sur les personnages principaux. Donc, elle considère que Macbeth et Lady Macbeth sont en fait une sorte d'entité criminelle, parce que tous les deux, ils vont quand même assassiner le roi Duncan, ils vont assassiner Banquo et la femme et les enfants de Macduff. Alors, elle a pensé à un univers clérical. Donc, il y a ce décor qui est très massif, qui est très lourd, et les principales scènes se déroulent autour de ce décor. J'avoue que j'y ai vu beaucoup de noirceur, donc j'ai trouvé qu'elle rajoutait du tragique au tragique. Alors, c'est noir et rouge. Quand Macbeth a commis son premier crime, il va porter une chemise rouge. On a des rideaux noirs, des rideaux rouges. Il y a une emphase scénographique. On voit une grande couronne qui est suspendue des cintres et qui va descendre. Il y a les sœurs fatales. Alors les sœurs fatales, elles sont encapuchonnées, elles ont des gestes très codés, très stéréotypés. Ce ne sont pas nécessairement les voix des acteurs qu'on entend, ce sont des voix pré-enregistrées. Bien. Et il y a un épilogue, et il va y avoir un épilogue pour expliquer peut-être les crimes et notamment les liés à la stérilité, au mal d'enfant de Lady Macbeth. C'est le choix de Sylvia Costa. Donc on pourrait considérer que c'est insupportable, mais forcément, il y a quand même les acteurs de la comédie française. Et ça change quand même la donne, parce que eux, ils sont très bien. C'est Julie Sicard qui joue Lady Macbeth, c'est Noam Morgenstern qui est Macbeth. Il y a une perfection dans leur diction qui rend la situation éloignée de toute vulgarité. Les costumes sont somptueux. Quand Alain Languet, qui joue le roi, arrive, il porte un costume royal doré. Bon, il y a des idées scénographiques. Donc, la scène du banquet, elle est réduite à quoi? Eh bien, on va retrouver Macbeth et Lady Macbeth dans le confessionnal lorsque Macbeth fait son délire un petit peu de culpabilité. Donc, moi, j'ai des réserves. J'ai eu du plaisir à entendre ces comédiens, mais je trouve quand même que c'est une scénographie un peu massive de Macbeth. Voilà, donc avant de récapituler, je reviens sur notre dernière émission où je vous avais parlé de 1664, comme la bière, d'Hortense Bellhôte. Hein, vous savez, Bellhôte, on la voit aussi sur Arte, elle fait des trucs très amusants. Bon, et là, au théâtre de l'Atelier, elle nous présente 1664. Donc j'ai commis un petit sonnet-théâtre qui s'appelle 1664. 1664 d'Hortense Bellhôte. Il faut vraiment aller le voir à l'Atelier. Les siècles et la bière y ont bu la liée. L'histoire et l'art vivant y sont transmis, sans faute. En cette conférence, où le passé sursaute, spectaculairement, au château du premier, il s'agit de Fouquet, ministre du panier, Xénon vaut le vicomte pour Versailles qui l'ôte.
C'est une comédie où médit le classique en jeu de mots dansants, en paroles et musique, nous donnant la culture à comme des fous rire. Telle est la belle Hortense, en jeu du rôle, si bien fait de la voix et du geste et si drôle, 4 fois mieux vraiment qu'on ne saurait le dire. Voilà, donc à l'atelier, conférence spectaculaire que je vous recommande. Et donc on vous a parlé de la ménagerie de verre, de Tennessee Williams, du rêve et de la plainte, Nicole Génovese, journée de noces chez les Cro-Magnons, texte et mise en scène de Wajdi Mouawad, Le Bêta de Olivier Luce-Mourier au studio Huberto. À mort avec un thé entre crochets, révélation de Lou Wenzel au plateau sauvage. Et de Macbeth d'après Shakespeare dans la mise en scène de Sylvia Costa à la Comédie Française. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques et théâtrales. Au revoir.